Bonjour à tous, pour cette nouvelle édition de Contre-courant, Alain Badiou et moi, nous avons le grand plaisir aujourd'hui de recevoir le philosophe Jacques Rancière. Jacques Rancière, bonjour. Bonjour à vous. Auteur de nombreux classiques, parmi lesquels Le Maître ignorant, Réflexions sur l'éducation populaire paru au début des années 80, ou encore La haine de la démocratie, charge contre le néo-réactionnaire en phase ascendante au milieu des années 2000. Jacques Rancière, alors que le parti de Marine Le Pen ne cesse de s'affirmer comme une force politique majeure en France, voire la nouvelle clé de tous les scrutins électoraux, et que l'on proclame partout le Front National, premier parti ouvrier de France, nous avons eu plus que jamais envie de vous recevoir aujourd'hui, vous, le spécialiste de l'émancipation populaire. Dans un texte satirique de 1997, « 7 règles pour aider à la diffusion des idées racistes en France », paru dans Le Monde, vous mettiez à nu de façon très cruelle le double jeu des médias et des politiques en France, ne cessant de faire semblant de s'indigner de la propagation des idées xénophobes dans le pays, tout en diffusant et en accréditant sans cesse l'idée selon laquelle, oui, en effet, il y aurait bien un problème immigré dans ce pays. 20 ans après, quasiment 20 ans après, enfin en tout cas nous serons 20 ans après en 2017, lors de la prochaine présidentielle, est-ce qu'on peut dire que c'est ce travail-là, ce travail politique de fond, qui est en train de donner ses fruits? Alors, bon, la question est de savoir ce qu'on veut dire exactement par travail politique, si vous voulez. Ce que j'ai essayé de dire dans ce texte que vous rappelez, donc que j'ai écrit en 96 et qui est paru en 97, c'est que tout ce que l'on prétendait faire contre les idées du Front National, contre sa diffusion, était en fait un moyen d'aider cette diffusion, puisque, bon, d'un côté, on diffusait largement, on faisait largement connaître toutes les thèses du Front National, et en même temps, on les diabolisait, on en faisait un vue de scandale, donc on lui donnait en plus, finalement, la prime de la chose scandaleuse ou la beauté du diable. Et je terminais mon texte en disant que toutes ces règles que je systématisais étaient déjà appliquées largement par les politiciens, les experts, les intellectuels, les médias, mais qu'avec de la méthode, on pouvait toujours faire mieux. Et de fait, je crois que, bon, c'est bien ce qui s'est passé, on a toujours fait mieux, on a toujours mieux appliqué cette double règle de diabolisation en même temps que de partage et de diffusion au maximum des idées du Front National. On a même fait mieux encore, puisque entre-temps, une partie de ceux qu'on considérait comme la gauche ou les intellectuels de gauche a vraiment rénové, rajeuni les idées du Front National avec les grandes invocations de la République, de la laïcité, de l'universalisme, de la lutte contre le communautarisme et ainsi de suite. Oui, je crois que, ça n'est bien sûr qu'un aspect de la question du Front National, de la question de la droitisation globale en France, mais on peut dire que oui, on est dans la logique de ce processus et que ce qui vient de se passer correspond à cette espèce de double travail que j'analysais à l'époque et que, pour moi, confirme ma thèse fondamentale, à savoir que le Front National est véritablement un produit du système existant, à la fois du système constitutionnel de la Ve République et en même temps du système de l'opinion tel qu'il fonctionne, et en particulier, il faut bien le dire, du système de l'opinion de gauche tel qu'il fonctionne. Vous avez dit en effet que la Ve République avait littéralement engendré le Front National, je vous cite, en tuant la vie politique démocratique réelle et les énergies militantes susceptibles de résister à son émergence. Est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu plus précisément par quel processus et de quelle façon? Nous avons, donc depuis 1958, et renforcé après cela en 1962, et puis avec divers ajouts depuis, un système qui est fait en gros pour permettre à une minorité de gouverner sans problème, et si possible pour permettre à un homme politique d'envergure, symbolisant à lui tout seul la nation, de gouverner sans problème avec une majorité à ses ordres, c'est-à-dire en fait avec la plus forte minorité à ses ordres. Donc on a un système qui s'est effectivement établi,
politique, ainsi, imaginé par un homme et au profit d'un homme, bon, qui après cela, bien sûr, a dû s'installer dans la durée. S'installer dans la durée sous la forme d'une sorte d'alternance entre deux partis dits de droite et de gauche, se partageant ce pouvoir de 5 ans sans limite. Et bon, ce qu'on a vu par ailleurs, bien sûr, c'est de se mettre en place ce fonctionnement de ce que j'ai appelé le consensus, à savoir, au fond, une sorte de monopole de plus en plus clair, de plus en plus patent, au fond, de la description même des situations, qui faisait que bon, les options politiques, dites de droite ou de gauche, renvoyaient fondamentalement à une même description de la société, des problèmes qu'elle posait. Donc, on est arrivé effectivement à ce point où, en gros, on a deux partis dits de gouvernement dont les différences sur les options fondamentales, notamment celles qui touchent bien sûr à l'organisation de la vie économique et sociale, sont à peu près les mêmes, quoi. Bon, ce qui veut dire que, ce qui produit un double effet. Premièrement, le fait que pour se distinguer dans la mesure où on ne se distingue pas sur le fond, au fond de l'organisation sociale, on ne peut se distinguer que sur ce qu'on appelle les valeurs. C'est-à-dire, en gros, on ne peut se distinguer aujourd'hui qu'en accentuant le racisme ou en prouvant qu'on est aussi raciste que l'autre, quoi. Bon, ce qui est un effet, l'effet idéologique latéral. Bon, l'effet fondamental est bien sûr que ce système des deux minorités gouvernant tour à tour, crée automatiquement, au fond, une place qui est la place de ceux qui sont hors système. La place de ceux qui sont hors système, elle a été longtemps occupée par le Parti communiste, qui était effectivement le parti qui avait un pied dans la vie politique officielle et puis un pied ailleurs dans le mouvement social, quoi. Avec son effondrement, on peut dire que cette place à prendre, le Front National a su effectivement la prendre. Et c'est pour ça que lorsqu'on analyse simplement comme une espèce de réaction raciste de couches un peu arriérées, dépassées par le progrès économique, je pense qu'on tombe complètement à côté et que le parti du Front National a su capitaliser à son profit une certaine indignation ou un certain refus de ce système monopoliste consensuel. Voilà ce que j'ai essayé de dire pour dire que c'était véritablement d'abord un effet du système dit majoritaire lui-même et un effet au fond de cette espèce de monopolisation de la vie politique par des petites élites de politiciens professionnels dont on connaît à peu près la carrière. Ils commencent par intervenir dans les assemblées, dans les cours d'université, disons pour porter la bonne parole. Après quoi, ils deviennent assistants parlementaires. Après quoi, ils deviennent suppléants, puis ils deviennent députés, puis ils deviennent ministres, et ils espèrent devenir président de la République, mais évidemment, il n'y en a qu'un seul, et c'est là que ça devient un peu raide. Et en un sens, nous avons une vie dite politique cristallisée autour d'une seule chose, à savoir qui sera le prochain président de la République, ou plus exactement, qui sera le prochain qui réussira à écraser un peu tous les concurrents pour être le candidat de son parti. Donc évidemment, dans ces conditions-là, moi je ne m'étonne pas qu'une force comme le Front National puisse se créer. Donc je n'ai jamais dit que c'était la seule raison, mais j'ai insisté sur cette raison parce qu'il me semble qu'on a trop tendance soit à renvoyer le Front National du côté d'une sorte de racisme un peu de petits vieux aigris, soit du côté de ce qu'on appelle le vote de protestation. Mais qu'est-ce que ça veut dire, vote de protestation ? Alain Badiou, est-ce que vous êtes d'accord avec cette mise en cause radicale du fonctionnement des institutions de la Ve République pour expliquer l'émergence d'un parti d'extrême droite comme le Front National ? Oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'on peut généraliser l'analyse, simplement. Je pense que dans tout système parlementaire classique, dans tous les régimes que nous connaissons dans le monde occidental, il y a en réalité deux partis principaux et deux possibilités secondaires. Ça fait 4, quoi. Il y a deux partis principaux qui sont les partis de gouvernement, gauche et droite, démocrates et républicains, travaillistes et conservateurs, démocrates chrétiens et sociodémocrates. Il n'y a pas d'exception. Il y a toujours deux grands partis gouvernementaux qui pratiquent une sorte d'alternance, allant quelquefois d'ailleurs jusqu'à la collaboration. C'est le cas en Allemagne assez régulièrement. Et puis alors il y a des variables d'ajustement sur les bords. C'est-à-dire il faut toujours qu'il y ait une extrême gauche et une extrême droite, avec des degrés de réalité et d'inclusion dans le système variables.
Ça dépend un peu des conjonctures, tout de même. Ça dépend un peu de la situation. Et on le voit dans tous les pays. Moi, je reviens des États-Unis, on voit très bien que le duel principal est entre les républicains et les démocrates de façon tout à fait traditionnelle, mais que ça se ramifie un tout petit peu. C'est-à-dire que du côté des républicains, on voit apparaître un personnage comme Donald Trump, tout à fait singulier, qui sème à peu près chez les intellectuels, dans les milieux ordinaires, la même panique que le Front National. Les succès de Trump dans la première sont suivis avec attention comme une espèce de menace fasciste. Et puis, de l'autre côté, on a Bernie Sanders qui au sein du Parti démocrate, réactive des idées réformistes de type État-providence, etc., etc., un côté rooseveltien comme ça, rénové. Donc je suis frappé de voir qu'un peu partout, la disposition générale des choses, c'est deux forces admises au gouvernement, plus des forces potentielles ou réelles latérales, qui permettent de capter au jeu parlementaire des gens qui ne seraient pas intéressés par les deux partis principaux, ou qui critiqueraient précisément, comme le disait Jacques, le fonctionnement éternellement identique finalement de ces deux partis principaux, et auxquels chance est donnée, en particulier dans des périodes dites de crise. Donc le Front National est installé depuis maintenant fort longtemps. Hein, c'est quand même pas un phénomène. Toute cette histoire s'étale sur 30 ans maintenant. C'est quand même une séquence véritablement historique. Il est installé comme variable d'ajustement sur l'extrême droite. Et là, je suis absolument d'accord avec Jacques. Ce qui s'est passé, c'est que l'effondrement de la variable d'ajustement de l'extrême gauche, dans la figure du Parti communiste, lui a donné une chance inespérée. Il y a un élément structural là-dedans. Je pense qu'à chaque fois qu'un élément de crise politico-économique est à l'ordre du jour, on va voir apparaître ces deux forces marginales, latérales, définies par le fait qu'elles sont interdites de gouvernement, c'est-à-dire elles sont frappées par... mais qu'elles sont présentes en même temps dans les assemblées, généralement, et dans les scrutins locaux, etc., etc. On les voit apparaître comme une question politique dite majeure. Alors, en quoi elle est majeure? Elle est majeure au sens que ça prend une certaine pesanteur électorale. Voilà. Donc, la pesanteur électorale spécifique d'une variable d'ajustement extrémiste, c'est-à-dire qu'il n'a pas droit d'être au gouvernement, gêne immédiatement le jeu régulier, le jeu ordinaire des deux partis principaux. Alors, quand c'est à gauche, eh ben, ça finit par aboutir, ça a abouti à l'alliance avec elle. C'est quand même le choix que Mitterrand a fait pour que la gauche puisse enfin revenir au pouvoir. Il a incorporé le Parti communiste, du coup, à la légitimité gouvernementale. L'effet presque instantané de cette affaire a été la liquidation du Parti communiste, en tant que sa substance, son être, était de ne pas être dans le système et de pouvoir proclamer qu'il en était vaincu par les appétits de légitimité, voire il s'est suicidé en méprisant sa propre fonction régulatrice de l'ajustement. Et c'est donc l'extrême droite qui en a bénéficié. Elle est devenue le facteur extra-systémique. Parce que c'est un point fondamental, ça, je suis d'accord avec Jacques sur ce point. La vertu d'attraction de ces partis est constituée par la vigueur selon laquelle la propagande les désigne comme ce qui n'est pas dans le système. Et ce qui n'est pas dans le système et qu'on brandit pour les proscrire et horrifier les gens qui seraient en témoignage, est évidemment ce qui fait leur propagande principale quand les problèmes politiques sont peu traités, mal traités, ou que beaucoup de gens sont mécontents de la partie centrale du gouvernement, à savoir la distribution dans les deux partis jumeaux. Et voilà ce qui s'est passé en France, c'est une bascule, tout de même historique, de la principale variable d'ajustement populaire en termes électoraux et parlementaires, est passée de l'extrême gauche à l'extrême droite. C'est indubitable. Et alors je crois qu'il y a un phénomène qu'on ne convoque pas assez, mais qui est très important, c'est que ça s'est passé aussi, à partir des années 80, dans une séquence de désindustrialisation massive du pays. Parce que les zones de prospérité sont des zones ouvrières décomposées. Le Nord, où les mines ont fermé, où l'industrie textile a fermé, le Midi, où l'ensemble
de l'organisation portuaire et industrielle de Marseille s'est décomposée, et ainsi de suite. Et dans ces milieux qui étaient les grands bastions traditionnels de la dissidence ouvrière, si je puis dire, organisée par le Parti communiste, on a aujourd'hui une espèce de dissidence populaire d'extrême droite fondée sur le fait que quand on va là-bas, on voit quand même qu'il y a quantité de gens qui n'ont ni travail ni espoir d'en avoir, des gens errants, des gens qui avaient un statut et qui l'ont perdu, etc. Donc, tout ça est très favorable, évidemment, à l'extrême droite. Alors, c'est évidemment combiné à cette désindustrialisation massive, succède à une période, au contraire, d'industrialisation massive, pour laquelle on a été contraint, obligé de faire venir un prolétariat de l'étranger. Donc là, on a la confluence des deux phénomènes, c'est-à-dire que tout de suite après le fait qu'on ait eu des décennies d'arrivée massive de prolétaires étrangers destinés à être mineurs, à être ouvriers en automobile, etc., et qui se sont installés là et dont on a maintenant les enfants ou les arrière-petits-enfants qui sont sur place, entre ce facteur-là et la désindustrialisation massive qui a jeté quand même dans le désarroi toute une fraction, en particulier des ouvriers qualifiés, des techniciens, des contremaîtres, etc. On a à la fois une masse dont l'incorporation au pays est devenue problématique, incertaine, et en même temps on a la tentation constante du second groupe de rejeter la responsabilité sur le premier, c'est-à-dire que c'est les Arabes, que c'est les Arabes qui sont venus prendre leur travail. Alors tout ça, c'est un contexte qui est traité par le groupe central d'une façon que Jacques a très bien décrite, c'est-à-dire sans servir en particulier pour gêner l'autre, hein, pour gêner le voisin. L'opération spectaculaire, la plus notoire, la manipulation la plus spectaculaire, c'est quand Mitterrand a installé le scrutin proportionnel à seule fin qu'il y ait un groupe parlementaire du Front National, et à seule fin que du coup la droite, sauf à s'allier avec le Front National, ce qui la prostituait, soit minoritaire. Et tout le gouvernement Rocard, il faut s'en souvenir tout de même, était un gouvernement minoritaire qui reposait entièrement sur le fait que l'alliance du Front National et de la droite classique étant impossible, finalement, dans ce jeu à trois, les socialistes restaient au gouvernement. C'est quand même un exemple d'une opération qui est typiquement une opération d'usage de la variable d'ajustement. Exactement comme pendant longtemps, la gauche était paralysée par le fait qu'il lui était interdit de s'allier avec le Parti communiste, et que le Parti communiste étant extra-systémique, ça assurait à la droite un boulevard de pouvoir. Donc voilà le système, et pour que ce système fonctionne, il faut quand même que, ça c'est ce que Jacques disait très bien, il faut quand même qu'il y ait une combinaison très particulière concernant le Front National d'illégitimité et de légitimité. Je me souviens de la grande phrase de Fabius, alors Premier ministre, le Front National pose les vrais problèmes. Alors, on lui reconnaissait de poser les vrais problèmes. Et il apporte de mauvaises réponses. Alors, il apporte de mauvaises réponses, mais il pose les vrais problèmes. C'est tout de même un éloge considérable que de dire que cette force politique-là, hors système, dénoncée, avait quand même une vertu importante qui était de poser les vrais problèmes, parce qu'en politique, c'est une question une fonction importante, de poser les vrais problèmes. Donc tout ça, finalement, aboutit au fait que le Front National est installé dans un destin qui l'amènera peut-être un jour au gouvernement, pas du tout seul, mais en coalition. Je ne pense pas qu'il puisse passer facilement, sauf crise très grave de son statut de marginal central, principal marginal, à un statut plus élevé. Et on continuera à pousser des grands cris d'orfraie sur ses succès, et des oufs de soulagement quand on constate que, Dieu merci, n'a pas conquis le Nord-Pas-de-Calais. Jacques Rancière, vous sembliez considérer à l'instant que le racisme n'était peut-être pas le ressort véritable, en tout cas le ressort fondamental du vote Le Pen. Et c'est vrai que vous avez souvent critiqué dans vos interventions publiques l'idée selon laquelle le peuple serait travaillé par des pulsions xénophobes, considérant justement que le racisme était plutôt une idéologie qui lui aurait été inoculée d'en haut par les élites. Alors, j'ai envie de vous poser la question suivante. Quand on voit tout de même une femme politique comme Marine Le Pen annonçant pendant la campagne des régionales
que la Constitution française risque d'être remplacée un jour, imminemment, même par la charia. Quand elle affirme que les migrants syriens qu'on a pu voir débarquer cet été sont les milices de Daesh, quand elle ne cesse de cibler constamment les minorités arabo-musulmanes du pays, est-ce qu'on ne peut pas quand même considérer que les gens savent à peu près pour qui ils votent quand ils votent Front National? Est-ce que ce n'est pas, c'est peut-être une provocation, mais est-ce que ce n'est pas à rebours faire insulte à l'intelligence des gens que de croire qu'ils ne savent pas ce qu'ils font quand ils votent Front National? Non, mais je pense qu'effectivement que les gens savent ce qu'ils font, mais que les gens qui votent Front National sont sont représentatifs en fait de l'ensemble de la société. C'est-à-dire tout en étant d'accord avec Alain sur la question de la désindustrialisation et de ses effets, je constate en même temps que le Front National, finalement, a des succès un peu partout. C'est-à-dire qu'il a des gens qui sont séduits par ses idées, en tout cas en tout cas assez pour mettre un bulletin Front National, quoi. Dans un peu toutes les classes de la société, y compris dans des pays et dans des régions qui n'ont jamais vu ni usine et qui n'ont pas ni immigré. Maintenant il n'y en a plus beaucoup, mais enfin, en tout cas qui sont assez loin finalement des points censés chauds. Finalement c'est pas c'est pas à Clichy-sous-Bois finalement que le Front National a été le plus spectaculaire, quoi. C'est pas quand même dans les endroits véritablement très très chauds, on peut dire, de la lutte de la lutte comme dans les banlieues de Paris, dans les banlieues de Lyon. C'est pas là finalement que le Front National a fait ses résultats les plus spectaculaires. Bon, ça c'est un point. Le deuxième point, ce que j'ai toujours dit, c'est pas qu'il faut pas insulter le peuple, que le peuple est bon, qu'il est intelligent, etc. Non, j'ai dit que le peuple, ça n'existe pas, quoi. Le peuple, finalement, est une espèce de structure collective qui est toujours constituée par des circonstances et qui est constituée par des sortes de propositions, des propositions d'identification, quoi. Bon, la proposition d'identification du Front National a effectivement cette espèce de propriété de combiner un élément qui est un élément d'être le vrai peuple méprisé par les élites, exclu par le système, et en même temps d'être le peuple vraiment national, vraiment de souche contre les étrangers. Mais je dirais ça c'est certain, mais en même temps je dirais que les arguments nous disant que nous aurons bientôt une constitution islamique, nous aurons bientôt la charia. Finalement, c'est pas les gens du Front National qui l'ont inventé. Ils l'ont repris. C'est-à-dire finalement c'est pas le Front National qui a demandé à Houellebecq d'écrire son roman. C'est pas non plus le Front National qui a demandé. C'est une fiction. C'est une fiction, c'est une fiction, mais je dirais cette espèce de fixation finalement sur le signifiant religieux, c'est intéressant parce que ça c'est pas le Front National qui a inventé la fixation sur le signifiant religieux communautaire, c'est véritablement les intellectuels dits républicains, ou c'est aussi tous les politiciens qui l'ont relayé. Donc je suis tout à fait convaincu que les gens effectivement qui votent Front National sont des gens qui pensent que les étrangers c'est pas bien, que les immigrés c'est pas bien, mais je dirais en même temps qu'est-ce que ça veut dire immigré? Immigré, on sait très bien que c'est une notion qui est complètement confuse parce que on y inclut aussi bien les clandestins chinois, etc., qui travaillent dans le textile dans des ateliers clandestins, que les petits-fils des colonisés qui sont français, nés de français. Donc on sait très bien que c'est une catégorie, si on veut, qui est une catégorie qui est inconsistante par elle-même et qu'il faut lui donner consistance. Et ce qui lui donne consistance, c'est effectivement, ce sont des systèmes de représentation, des systèmes d'identification, de rapport entre image et discours, qui sont construits. Alors après ça, effectivement, on y adhère pas. Mais disons, ça n'est pas une espèce de force des profondeurs nommée le peuple, qui fait lever ses idées. Les électeurs, c'est un certain peuple qui est constitué par un certain type de convocation et qui répond à cette convocation, en fonction effectivement d'un certain nombre de propositions majeures. Et parmi ces propositions majeures, on peut dire que la seule qui soit un peu consistante, c'est celle du Front National, quoi. Et en un sens, on pourrait presque dire, en étant provocateur, que c'est rendre hommage à l'intelligence des électeurs que reconnaître le fait qu'ils ont voté, en gros,
pour la proposition la plus conséquente, quoi. C'est-à-dire que alors que les autres forces disent oh, le racisme c'est horrible, mais il y a trop d'immigrés, le racisme c'est horrible, mais il y a un vrai problème, le racisme c'est horrible, mais le communautarisme c'est le danger principal, le racisme c'est horrible, mais il faut défendre la laïcité à mort. Bon, alors quand tous ces gens présentent leur programme un peu mêlé de racisme et d'antiracisme, je dirais qu'il me paraît logique que les gens aussi choisissent la proposition bon, raciste conséquente, en même temps conséquence au plan des images, bien sûr, puisqu'elles se fondent aussi sur des représentations qui sont elles-mêmes inconsistantes. Mais voilà, je pense que d'une certaine façon, le Front National est bon, au fond, la force électorale qui fait le plus appel au sentiment que peuvent avoir les gens. On ne veut pas être pris pour des idiots. Comment expliquez-vous, la question s'adresse à tous les deux d'ailleurs, que la France soit aujourd'hui particulièrement sujette à cette poussée de l'extrême droite au sein des populations européennes? Quand on voit les chiffres des 2 derniers scrutins nationaux, c'est tout à fait impressionnant. La France est première en pourcentage de voix pour l'extrême droite, devant des pays comme le Danemark, la Hongrie, l'Autriche, la Finlande, la Suisse, ce qui est quand même une situation assez inédite. Pourquoi est-ce que ça nous arrive maintenant? Comment l'expliquez-vous, Alain? Ouais, je crois, pour compléter un peu ce que disait Jacques, qu'il y a eu deux histoires entremêlées sur alors les idéologies assignées au Front National et répandues dans la société. Il y a quand même une chose, c'est que la France en Europe, c'est le grand pays colonial en ce qui concerne le rapport aux Arabes, le rapport aux populations dites arabes, hein, d'une part, et c'est d'autre part le grand importateur de main-d'œuvre ouvrière venue de ces pays dans les années 50-60. Donc, ça c'est ce qu'on pourrait appeler le phénomène massif, le phénomène de classe en quelque sorte. Mélange d'inconscient de supériorité coloniale qui imprègne la société française quand même depuis des temps considérables, et la présence effective d'une force de travail prolétaire provenue, qui vient des pays en question. Et ça, c'est la première source, malgré tout. C'est la source. Il ne faut pas oublier que Le Pen, c'est d'abord quelqu'un qui émerge de la guerre d'Algérie, le fondateur du Front National. On sort de la guerre coloniale. Il faut avoir toute cette histoire présente à l'esprit pour en comprendre la force. Or, une guerre coloniale comme la guerre d'Algérie, c'est une singularité française, malgré tout. C'est pas les Danois, les Allemands, etc. Ils n'ont rien connu de tel. Moi, je l'ai connu, personnellement. Il faut se souvenir de l'importance du traumatisme que ça a été. Se souvenir que la Ve République en dérive directement, suite à quelque chose qui était quand même un coup d'État militaire, etc. Donc il y a une violence de cette question en France qui est tout à fait singulière à longue échelle historique, véritablement. La question du rapport à des populations qui sont identifiées comme arabes, comme musulmanes, et qui ont le double statut d'avoir été décolonisées et d'être ensuite massivement des prolétaires présents dans la métropole. Ça, c'est un premier filon quand même. Et c'est sur ce terrain-là que les groupuscules fascistes qui ont donné finalement naissance au Front National à travers des péripéties de légitimation parlementaire, c'est sur ce terrain-là qu'ils se sont constitués. Ils n'auraient pas pu se constituer autrement. Et on sait qu'à ce moment-là, les troubles étaient allés jusqu'au sommet de l'appareil d'État, de son appareil militaire, etc. Donc c'est une histoire tout à fait singulière, sans analogue en Europe. Ça, c'est le premier point. Et puis alors, le deuxième point est un point qu'en effet, Jacques a tout à fait raison de rappeler, qui est un fil alors idéologico-politique d'une autre nature, qui n'est pas immédiatement homogène au premier, et qui a été le développement progressif d'une thématique idéologico-culturelle selon laquelle il importait de défendre la singularité française contre des influences néfastes venues de l'étranger. À cet égard, il s'est constitué quelque chose qui ressemble alors beaucoup plus à l'antisémitisme d'avant la dernière guerre. Quelque chose qui désigne de façon à la fois indistincte et acharnée des gens pour des motifs qui sont leur inappropriation à des valeurs culturelles supposées fondamentales du pays, la transformation de la laïcité en une espèce d'idéologie nationale fondamentale, le consensus autour de lois ouvertement discriminatoires concernant le vêtement, les habitudes, la nourriture, etc.
Et là, on est dans quelque chose qui n'est pas directement homogène au dispositif précédent, qui est un dispositif intrapopulaire, massif, etc., et où un certain nombre d'intellectuels ont effectivement joué un rôle tout à fait important de systématisation, de circulation, de légitimation à des phénomènes qui sont des phénomènes en réalité classiquement discriminatoires, c'est-à-dire des phénomènes qui tentent de produire un système qu'on appellerait le système des valeurs françaises, dont Hollande se réclamait aussi après les meurtres de masse de la période, défendons nos valeurs, voilà. Le travail autour de ces valeurs françaises est passé quand même par une stigmatisation discriminatoire de valeurs supposées étrangères qui se sont trouvées être principalement celles qu'on attribuait aux populations en question, qui, elles, venaient d'une autre histoire, qui venaient de l'histoire du colonialisme et de l'histoire du développement de l'industrie française dans les années 50, 60 et 70. Alors, la situation actuelle, c'est une semi-fusion entre les deux. C'est-à-dire c'est un protocole de possible légitimation du Front National, non seulement en tant que variable d'ajustement plus ou moins intrapopulaire, mais touchant aussi une fraction des classes moyennes de la bourgeoisie à l'extrême droite, et un courant idéologico-politique d'exclusion, de discrimination, de retour à l'idée qu'il existerait des Français plus français que d'autres, enfin des choses de cet ordre qui ont existé dans le passé avec force et qui sont régénérées maintenant. Pour le dire en gros, en très gros, les Arabes occupant la place des Juifs. Vraiment. Jacques Rancière, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée-là, ce parallèle établi entre islamophobie et antisémitisme? Parce que je sais que vous vous élevez, vous aussi, régulièrement contre la comparaison entre notre situation et les années sévissaient dans l'extrême droite des bandes paramilitaires, enfin, des bandes avec lesquelles le Front National, finalement, ne présente pas des similitudes encore très frappantes. Oui, bon, alors il y a des choses différentes. Disons, le parallèle entre l'anti-islamisme et l'antisémitisme est une chose. Le parallèle de nos années avec les années 30 en est effectivement une autre, quoi. Et bon, moi, effectivement, je suis quand même frappé par la manière dont le parallèle avec les années 30 est justement constamment réactivé pour servir justement cette espèce de fin de diabolisation. C'est-à-dire, bon, les années 30 reviennent, si on ne vote pas au second tour, finalement c'est Munich, enfin voilà, on a tous ces thèmes qui reviennent absolument constamment, c'est-à-dire que si on ne fait pas l'acte de résistance qui consiste à aller voter pour le Parti Socialiste dimanche prochain, eh bien on aura capitulé devant le nazisme, quoi. Or, moi je pense qu'effectivement il y a quand même des situations qui sont extrêmement différentes que ce qu'on a quand même vu, effectivement dans les années 20, en Allemagne, c'était un héritage bien sûr, c'était un héritage, évidemment, de la guerre, de la défaite, de la révolution manquée, de la constitution malgré tout, de forces paramilitaires d'extrême droite. Ça a commencé par les corps francs, ça s'est continué à travers toutes les bandes, les SA, les SS. C'est-à-dire que je pense que, on a ce moment où véritablement on peut dire que, oui, on est d'emblée dans une espèce, en fait, malgré tout, d'affrontement, qui est un affrontement, en fait, paramilitaire, si ce n'est franchement militaire, avec ces formes effectivement un petit peu de recrutement. Là encore, je pense qu'on a aussi exagéré, parce qu'on a toujours ce modèle un petit peu de l'armée des bas-fonds, comme ça, du prolétariat qu'on mobilise. Je pense que ça n'a jamais fonctionné comme ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on prend la situation des années 1920-1930, on peut dire que oui, il y a des bandes armées qui sont d'emblée soutenues par des forces importantes, des forces du régime, des forces économiques, des forces au sein de l'armée. Il faut dire qu'il y a toute une espèce de présence en quelque sorte, des puissances politico-économico-sociales, on peut dire derrière, ce qui n'est par ailleurs que des espèces de bandes paramilitaires. Je pense que la situation quand même aujourd'hui est assez différente, parce que précisément on n'a pas vu se former des choses comme ça à la fin de la guerre d'Algérie. À la fin de la guerre d'Algérie, on aurait pu penser effectivement qu'avec tous ces parachutistes en disponibilité, ces membres de l'OAS en disponibilité,
irréductibilité, ces rancœurs accumulées, ainsi de suite, on pouvait avoir effectivement constitution d'une force d'extrême droite importante. Or, bon, ça ne s'est pas passé. Et puis, bon, la guerre d'Algérie a été aussitôt oubliée. C'est parti comme ça aux oubliettes. Alors bon, il y a eu effectivement, non pas du tout une espèce de conséquence finalement entre une guerre perdue et puis une constitution de force fasciste, mais on a eu cette espèce de latence ou d'effet différé. Bon, dont le résultat est quand même que le Front National est d'abord une force, on pourrait dire, électorale. Parlementaire est en même temps un terme un peu paradoxal, puisque précisément la puissance électorale est liée au fait qu'ils ne sont pas une force parlementaire. Mais je pense que, effectivement, bon, c'est quand même d'abord une force qui tient une certaine place au sein du système. Et bon, bien, même s'il y a des gens qui viennent de bandes qu'on connaît bien, style, disons le GUD à la fac de droit d'Assas. Bon, il y a effectivement un certain nombre de nostalgiques du temps où on donnait des bons coups aux gens de gauche, quoi. Bon, malgré tout, bon, par exemple, je suis quand même frappé par le fait que on n'a pas exactement l'équivalent de ce qui se passe en Allemagne, quoi. C'est-à-dire qu'en Allemagne, on peut dire que l'extrême droite parlementaire est faible. Bon, en revanche, bon, il y a des bandes véritablement qui ont pour spécialité de s'en prendre aux immigrés, d'aller attaquer les foyers immigrés. Donc moi, je suis quand même frappé, disons, par le côté, bon, davantage finalement, pourrait-on dire, parlementaire et idéologique du Front National. Le fait que c'est d'abord une force qui est liée à une certaine place dans le système de l'opinion et pas à une espèce d'occupation paramilitaire du terrain, quoi, pour le dire vite. Oui, moi je suis d'accord, hein. Ma description ne visait pas du tout à dire le Front National, c'est une menace de type nazi, etc. Absolument pas. Dès le début, j'ai dit fondamentalement, le Front National, il résulte d'une disposition parlementaire, d'une disposition politique, électorale, etc. Ce que je voulais simplement dire, c'est que, pour compléter la description de tout à l'heure que donnait Jacques, c'est bien vrai que par ailleurs, c'est constitué dans la dernière période une nouvelle mouture d'idéologie nationaliste et ségrégative. Ça, on ne peut pas le nier. Et je soulignais qu'elle n'est pas absolument directement homogène ou constitutive du Front National. C'est une autre source. C'est cette idée-là que je voulais appuyer. C'est une autre source, malgré tout. C'est une autre source. Les gens qui stigmatisent le fait qu'il y a trop de noirs dans l'équipe de football française, ou ceux qui sont d'un laïcisme déchaîné en considérant que le grand problème de l'école française, qui en effet ne va pas fort, mais franchement son grand problème n'est pas que des filles viennent avec des jupes trop longues, ça je ne crois pas du tout, c'est ça qui sabote l'éducation nationale aujourd'hui, il y a d'autres problèmes beaucoup plus importants, ou ceux qui considèrent qu'il est de la plus grande importance que le Parlement se réunisse à toute allure pour désigner la burqa comme un danger terrible sur la société. C'est un phénomène, ça, qui a une autonomie relative par rapport au Front National. Et la question de savoir s'il converge, s'il ne converge pas, s'il fusionne, est une question comme ça, intéressante, mais effectivement, on n'est pas du tout dans une situation de circulation dans les rues de bandes fascistes armées, c'est pas du tout ce que je pense. Ceci étant, je voudrais revenir un peu en arrière en soulignant les effets quand même très important du point de vue structurel concernant le fonctionnement alors parlementaire de l'État français, de l'extraordinaire affaiblissement de sa variable d'ajustement de gauche. Je voudrais revenir sur ce point tout de même, parce que le Front National, c'est vrai qu'il est présent un peu partout, mais c'est vrai aussi que si on regarde les deux régions dont tout le monde tremblait qu'elles tombent aux mains de ces bandits bien aimés, Nord-Pas-de-Calais, à savoir le Nord-Pas-de-Calais et la région de Marseille, ce sont des régions qui étaient emblématiques d'une implantation longue, historique et sérieuse de l'extrême gauche et du Parti communiste, il n'y a pas de doute. Donc que les phénomènes massifs de désindustrialisation et combinés à la légitimation ultime du Parti communiste lors de son entrée au gouvernement sous l'union de la gauche, jouent dans la santé, dans la bonne santé du Front National, qui par ailleurs existe de toute façon, à mon avis, un rôle considérable. Au fond, il est quand même dans la position maintenant de l'organisation plébéienne protestataire hors système, et il est solidement installé dans cette position. Petit à petit, il va prendre les mêmes choses, les mêmes pratiques, c'est-à-dire
conquérir quelques municipalités, de ci, de là, dans des villes moyennes, périphériques, puis dans des villes plus importantes. Et tout ça, au fond, est normalement constitué à partir du moment où on considère que ce type de régulation, eh bien, se fait à l'extrême droite, alors qu'elle s'est très longtemps faite à l'extrême gauche. Alors justement, là je vous pose la question à tous les deux, est-ce que vous gardez l'espoir de voir de nouvelles formes de mobilisation populaire plus saines surgir bientôt? Est-ce qu'il y a actuellement d'autres façons de faire de la politique que vous sentez monter dans ce pays? Est-ce que nous, Français, nous pouvons avoir l'espoir un jour d'avoir un mouvement des places, de voir surgir des plateformes du type Podemos aujourd'hui en Espagne? Quel regard vous portez sur cette vie démocratique-là actuelle? Bon, je pense que la spécificité quand même française et le poids absolument phénoménal que continue à y avoir, au fond, tout ce qui se rassemble autour de l'élection. C'est-à-dire, bon, il faut se souvenir qu'au moment où il y avait effectivement le mouvement du 15 mai à Madrid, toute l'extrême gauche était mobilisée, beaucoup de militants pour aller tenir les bureaux de vote des primaires socialistes. Je veux dire qu'il y a une espèce, quoi qu'on dise sur les Français qui sont dégoûtés du système, etc., mais c'est absolument pas vrai en même temps. C'est pour ça aussi que le Front National est un peu une supercherie. Parce que apparemment les Français ne sont pas dégoûtés du système, que il y a eu ce moment, on peut dire le moment 1981 où Mitterrand est arrivé, le Parti socialiste avec son programme ultra-marxiste, le moment où en quelque sorte on a dit oui, il y a une relève là finalement de ce qui a été espéré pendant les 12 dernières années, et bon, une espèce de concentration à nouveau sur ce système électoral présidentiel, et bon, qui fait que la chose importante, essentielle, reste quand même, qui va être le prochain président de la République? Bon, est-ce que c'est vraiment Hollande ou Valls qui va se présenter? Est-ce que c'est une fraction un peu plus à gauche du Parti socialiste qui va arriver à imposer son candidat contre la fraction un peu plus à droite, et ainsi de suite? Donc, je crois, premièrement, que véritablement, il y a, je dirais, quelque chose quand même comme une espèce de décalage français, d'une certaine façon, un archaïsme français par rapport, effectivement, à tous aux mouvements qui ont pu éclater un peu partout, notamment autour de la Méditerranée, dans les dernières années. Alors, à partir de là, est-ce qu'il y a beaucoup d'espoir? Pour l'instant, j'aurais du mal à désigner les forces de l'espoir. Ce que je peux dire simplement, c'est que il y a espoir à partir du moment où on sait vraiment de quoi il faut désespérer. Parce que à partir du moment où on sait cette espèce de raisonnement absurde consistant à dire qu'il faut entrer dans le jeu du Parti socialiste et de ses parasites parce qu'il ne faut pas jouer la politique du pire. Et c'est un moment que je dis, c'est la politique du pire. Jouer ce jeu-là est la politique du pire, la politique qui entrave la possibilité même qu'on pense à autre chose. Donc je crois qu'actuellement, il n'y a peut-être pas beaucoup de choses à espérer. Bon, il se peut qu'il n'y ait pas eu de mouvement des places comme il y a eu, effectivement, dans beaucoup d'autres pays d'Europe. Après ça, c'est bien que là où il y a un mouvement des places, disons, se pose la question sur quoi il débouche, Et bien sûr, ce dont on rêve toujours à chaque fois, c'est qu'il débouche sur la constitution de forces politiques qui soient réellement autonomes, qui soient des espèces d'organes populaires s'installant dans la durée avec leur propre vie démocratique, leurs propres agendas, leurs propres objectifs, leur propre temporalité. Ça, on se voit bien que ça a eu un problème, ça a eu une difficulté à se faire, que malgré tout, en Grèce et en Espagne, ce qui s'est passé, c'est quand même une espèce de lutte entre, on peut dire, une vision effectivement de maintien d'une puissance autonome et puis une sorte d'intégration malgré tout au jeu électoral. C'est quand même assez frappant, même si Podemos, on peut dire, est d'une part enraciné dans le mouvement des places, que le premier acte de Podemos a été de se présenter aux élections européennes. Je dirais, malgré tout, disons, avoir un petit groupe à Bruxelles, je dirais, on voit pas le sens que ça a quand on veut constituer une force populaire, en Espagne, quoi. Donc voilà, bien sûr, on peut dire Podemos et Syriza, c'est quand même mieux que ce qu'on a en France. Je le pense aussi. Mais cela dit, je pense qu'effectivement, la seule logique qui vraiment nous sorte du système, nous sorte des logiques un peu de parasitisme de gauche, et effectivement, c'est celle qui est d'une
d'une constitution, d'une puissance, d'une force autonome qui se tient à distance effectivement du jeu électoral, ce qui ne veut pas du tout dire qu'elle y est indifférente et qu'elle pense que les institutions ça n'a aucune importance, que ça n'existe pas, que ça n'est que de la représentation, de l'apparence, non, mais qui déclare, on peut dire ses propres objectifs et qui institue sa propre temporalité. Alors bien sûr, on peut toujours dire oui, d'accord, et comment vous allez faire pour faire ça? Je dirais que je n'ai absolument rien à proposer, sauf que je pense qu'effectivement, il faut quand même aujourd'hui faire œuvre d'imagination, et que l'imagination consiste aussi d'abord à balayer un certain paysage, à dire que si quelque chose se passe, ça ne peut se passer qu'ailleurs. Ce surgissement-là, Alain Badiou, seul susceptible de nous débarrasser du Front National, vous pensez que nous y assisterons je pense que l'histoire dans du les Front années à National venir peut être abandonnée à son destin propre. Le Front National, lui, joue une carte de fausse dissidence. Absolument, il est tout à fait concentré et orienté sur le système de la distribution des places électorales. C'est quand même son agenda, c'est son rendez-vous. Moi, je suis entièrement d'accord avec Jacques. Le point principal, c'est de voir s'il est possible que se reconstitue, alors dans des paramètres entièrement opposés, une force indépendante, une force autonome. Or, l'exigence que cette force soit autonome est beaucoup plus considérable lorsqu'il s'agit d'une réelle force populaire que quand il s'agit d'une force de type Front National. Après tout, l'extrême droite s'est toujours accommodée du système électoral. Même Hitler est arrivé au pouvoir par les élections, il faut le rappeler. Il y avait des bandes armées, il y avait tout ça. Enfin, à la fin des fins, il a quand même accédé au pouvoir par les voies constitutionnelles. Du point de vue de la tradition révolutionnaire, progressiste, appelons-la comme on veut, le point aujourd'hui, c'est de se débarrasser de la fascination vraiment du serpent constrictor que représente la constitutionnalité, la présence dans les affaires électorales, etc., dont une immense expérience montre qu'elle n'aboutit jamais à rien, qu'à une compromission indémêlable d'une certaine façon. Et ça, il est certain que ça n'aura pas lieu sans qu'il y ait des figures de mouvements populaires en partie imprévisibles, et sans que, en tout cas, soit mené le travail de déblayage critique, qui consiste à montrer que ça n'est certainement pas en parasitant les marges de ce système qu'on avancera d'un iota. Et je suis frappé de voir par ailleurs que la puissance d'attraction systémique que représente le parlementarisme occidental et sa capacité, en fin de compte, de tuer in fine tout développement hétéronome est considérable. Parce que personnellement, j'ai quand même vécu l'incorporation étatique de Syriza en Grèce comme spectaculaire. Spectaculaire par sa rapidité. Par le fait qu'en très peu de temps, en quelques mois, les dés ont été jetés. Et quant à Podemos, je dois dire que nous les avons interrogés ici même, et ils ne m'ont pas rassuré sur ce point. Ils ne m'ont pas rassuré parce que j'ai plutôt eu l'impression que leur doctrine était de se séparer maximalement de leur origine mouvementiste, si je puis dire, et de présenter une façade honorable et compétente pour les futures fonctions gouvernementales. Donc, c'est au fond tout du long et dès le début que le principe d'autonomie, le principe d'extériorité au système existant doit être affiché et doit se développer. De ce point de vue-là, si vous posez la question quels sont les degrés de l'espoir, je pense qu'en tout cas on peut faire ce qu'on peut, c'est-à-dire, et ce qu'on peut certainement, c'est déclarer avec acharnement les nécessités, c'est-à-dire ce qu'on ne peut pas faire, ce qu'on ne doit pas faire. Et on est loin du compte parce que on y retombe avec une sorte de force d'inertie implacable qui consiste, j'ai moi-même dans ma jeunesse beaucoup contribué à ça, à estimer que c'est en constituant une marginalité intraparlementaire d'extrême gauche que les choses avancent. En réalité, elles n'avancent pas comme ça. Il faut quand même, le bilan historique doit être sur ce point absolument implacable. Laissons ce type de manœuvre au Front National, justement. Lui, c'est comme ça qu'il procède, et ça sera aussi sa limite. Mais
il ne s'agit pas de faire une symétrie d'extrême gauche, sûrement pas. Alain Badiou, et on terminera peut-être là-dessus, lors d'une intervention récente au théâtre d'Aubervilliers consacrée aux événements au massacre du 13 novembre, vous avez décrit de façon extrêmement frappante, je vous cite, la frustration amère, le mélange d'envie et de révolte ressenti par tous ceux qui se sentent exclus des miettes du festin occidental, que ceux-ci soient des nationaux, des Français ou des extra-nationaux, et cela en l'absence justement de la moindre perspective politique d'ensemble crédible. Est-ce que cela permet, et la question ça s'adresse peut-être à tous les deux, est-ce que cela permet de tisser un lien entre les ressorts actuels du vote frontiste et cette espèce de nihilisme djihadiste que vous tentiez ce soir-là de décrire, aussi éloigné bien sûr intrinsèquement que soient ces deux choses? Oui, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas du tout du même ordre, mais il est absolument évident que ce qui alimente toutes les subjectivations hors système s'enracinent aussi là. Elles s'enracinent dans cette frustration, dans ce sentiment de ségrégation, dans ce sentiment d'extériorité, dans la question de savoir si on a une place, dans aussi ce qu'on pourrait appeler un désir d'Occident réprimé, contrarié, c'est-à-dire le fait qu'on voudrait bien s'installer là, mais finalement, et partager la bonne vie de l'Ouest, si je puis dire, mais on en est empêché pour telle ou telle raison. Et ça peut donner des figures de fascisation. Ça a donné classiquement des figures de fascisation, comme ça a été le cas chez la masse considérable des chômeurs en Allemagne dans les années 20. Donc il y a certainement quelque chose de ce côté-là, mais moi ce qui me frappe, c'est que, en fin de compte, il n'y a aucune proposition qui, dans l'état actuel des choses, il y a pour cette masse de jeunes gens errants, comme ça, il n'y a aucune proposition qui soit une proposition rationnelle d'organisation politique dans une visée émancipatrice véritable. Et ça, c'est quand même c'est quand même comme la causalité du manque, là. Il y a le manque, la dissipation, la disparition de tout cela crée effectivement des pathologies. Ça, je le crois vraiment, des pathologies politiques, des pathologies sociales. Et le Front National en bénéficie marginalement, de façon un peu passive. En plus, il ne peut pas se présenter vraiment comme une force de renouvellement extrasystémique, parce qu'on voit très bien qu'il fait partie de la combine générale, quand même. De sorte que je ne pense pas qu'il ait une puissance d'attraction considérable sur ce type de jeunes gens. Mais par contre, toutes les figures nihilistes, entièrement extérieures, peuvent les engager ou les fasciner. Et ce que je pense, c'est que ce qui devrait normalement avoir lieu, c'est que tous ces jeunes gens soient les membres de l'organisation de jeunesse d'un parti indépendant dont la stratégie renouvellerait quand même, enfin s'inscrirait, tout en la renouvelant complètement, dans la grande tradition révolutionnaire mondiale. Ça, on paye là la crise généralisée. Ce n'est pas un phénomène qui déborde de la France, on paye là la crise généralisée des mouvements politiques d'émancipation. Oui, de la puissance de l'idée émancipatrice. Jacques Rancière, pour terminer, est-ce que vous êtes d'accord avec ces descriptions des djihadistes que faisait Alain Badiou comme de jeunes fascistes issus de moi je suis assez réservé. Bon, c'est le point peut-être lequel je ne m'affirmerai pas vraiment complètement en accord avec Alain, c'est-à-dire que je n'aime pas beaucoup le concept de nihilisme. Le concept de nihilisme sert un petit peu à n'importe quoi et finalement renvoie en dernière instance à l'idée effectivement qu'il y a un néant des valeurs, ce néant des valeurs qui produit comme ça des pathologies. Donc moi, il n'y a pas de nihilisme, il y a absence, quoi. Il y a absence effectivement de figures subjectives porteuses de collectivité. Alors il y a bien des propositions qui s'adressent à ces catégories-là. Bon, il y a des mouvements genre les indigènes de la République. Simplement, on peut dire que la puissance, disons, émancipatrice n'est pas très forte. C'est quand même des puissances essentiellement ressenties
sentimentale qui ressasse un peu l'affaire coloniale, et on ne peut pas dire qu'il propose véritablement une espèce de plateforme d'avenir enthousiasmante pour une jeunesse. Oui, bon, il faut certainement que bon, ces populations de jeunes puissent entrer dans la communauté, pas sous les formes un peu bébêtes d'être intégrés, être incorporés, mais sous la forme de ces figures subjectives d'inclusion des exclus qui après tout ont été justement le moteur même de l'émancipation. Et là, effectivement, on est certainement loin du compte, et bon, ça produit ces pathologies, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse comme ça, inscrire comme ça, bon, c'est finalement les gens qui ont agi le 13 janvier dans ces logiques-là, parce que bon, il y a une espèce pour moi, disons, d'un tas d'éléments différents qui viennent se combiner. Bon, le côté finalement de pathologie presque individuelle, finalement, de formes d'économie parallèle, le trafic de la drogue et ainsi de suite. Bon, un argument religieux qui quand même vient un petit peu, malgré tout, tombe un petit peu du dehors, parce que quand on voit la fameuse proclamation de Daesh à cette occasion-là, on a l'impression qu'il y a une espèce de scribe comme ça qui a griffonné ça en 20 minutes sur un coin de bistrot, à peu près comme des gens faisaient des proclamations marxistes-léninistes il y a 20 ou 30 ans. Donc je crois qu'il faut peut-être quand même un petit peu déconstruire cette idée d'une espèce de figure homogène aussi, disons, du jeune djihadiste. Voilà, bon, c'est le point sur lequel je serais un petit peu en désaccord. Sans ça, bien évidemment, bon, il y a cette espèce d'absence de figure subjective porteuse pour des formes d'inclusion collective, ça c'est clair. Je ne visais pas du tout à une description, homogène. Je voulais simplement décrire le territoire dans lequel ces phénomènes se passent. Et ce territoire, il existe, et je pense absolument, comme toi, que le point clé, de notre point de vue à nous, dans la description de ce territoire, c'est le facteur manquant, c'est l'absence. Jacques Rancière, merci d'être venu nous rendre visite. À bientôt pour une nouvelle édition de Contre-courant.